Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi, notre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Voilà un peu plus d'1 an désormais qu'une guerre de haute intensité fait rage entre Israël et le Hamas, à la suite de l'attaque sanglante du 7 octobre, 12 mois d'une guerre qui vient de s'étendre au Liban et qui a fait près de 42 000 morts et 100 000 blessés dans les territoires palestiniens selon les chiffres du Hamas, corroborés par les Nations Unies. On décompte par ailleurs 1205 Israéliens tués et 97 otages toujours retenus par le Hamas. Une guerre qui choque l'opinion et qui a donné lieu le 20 mai 2024 à la demande de mandat d'arrêt de dirigeants israéliens et du Hamas par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Dans son viseur côté Hamas, 4 dirigeants pour, je cite, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis sur le territoire d'Israël et dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 au moins. Côté israélien, il s'agit du Premier ministre Benjamin Netanyahou et de son ministre de la Défense Yoav Gallant pour, je cite encore, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans la bande de Gaza à compter du 8 octobre 2023 au moins. Alors, pour y voir plus clair sur cette procédure lancée par la CPI, sur les pouvoirs réels de cette cour et sur le fonctionnement du droit international, j'accueille Clara Gérard-Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate en droit pénal international au barreau de Paris, membre du cabinet FTMS et surtout ancienne juriste à la CPI, où vous avez travaillé entre 2013 et 2017. Merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle et le fonctionnement de la CPI, cette institution internationale créée le 17 juillet 1998 avec le statut de Rome, mais qui est active réellement que depuis 2002 ? Oui, donc la CPI, la Cour pénale internationale, c'est un tribunal donc international qui a été créé par les États partis au statut de Rome, des États qui se sont réunis en 1998 pour créer une juridiction pénale compétente pour juger les responsables de crimes internationaux, donc qui étaient initialement les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide. C'est une juridiction pénale, c'est-à-dire qu'elle ne peut juger que des individus pour leurs responsabilités propres. Et c'est là où elle se distingue de la Cour internationale de justice, la CIJ, avec laquelle on la confond parfois, parce qu'elles sont toutes les deux à La Haye, elles siègent toutes les deux dans la même ville. La CIJ, en revanche, est la juridiction des Nations Unies, qui a compétence pour juger les États. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'un État respecte ses obligations internationales, soit auxquelles il s'est astreint par traité ou en vertu notamment de la Charte des Nations Unies. Pour rappel, cette CIJ, c'est cette cour qui a lancé une procédure pour qualifier les actions d'Israël de génocide. C'est une procédure qui a été lancée en 2023 à la demande de l'Afrique du Sud. C'est ça, c'est pour ça que ce sont deux juridictions qui parfois vont traiter des mêmes sujets ou des mêmes situations, mais sous un angle différent. La CIJ va être compétente pour apprécier si l'État d'Israël a manqué à ses obligations en vertu de la Convention pour la répression et la prévention du crime de génocide, donc qui est une convention internationale ratifiée par Israël dès 1948. Donc là, c'est vraiment la responsabilité de l'État que la CIJ va venir apprécier, alors que la CPI, en revanche, va venir juger si des individus ont commis des crimes internationaux, qui peuvent être notamment un crime de génocide, crime de guerre ou crime contre l'humanité. Donc c'est pour ça que ce sont 4 dirigeants du Hamas et 2 dirigeants israéliens en nom propre qui ont été l'objet des demandes de mandat, en tout cas de Karim Khan. On en reparlera, mais juste avant, vous avez parlé de ces États partis. Ils étaient au nombre de 120 à l'origine, lors de la signature du statut de Rome. Il y a eu des changements depuis, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre un État parti et un État non parti ? Les États partis sont les États qui sont en réalité partis au statut de Rome, donc les États qui ont signé le traité fondateur de la CPI. Ils étaient 120 initialement, ils sont aujourd'hui un peu plus de 160. Ce sont des États qui ont accepté de se soumettre à la compétence de la CPI, donc de reconnaître que la CPI a compétence pour juger des crimes internationaux qui seraient commis soit sur leur territoire, soit par leurs ressortissants. Et en acceptant cette compétence, les États ont aussi accepté de se soumettre à un certain nombre d'obligations vis-à-vis de la CPI. Par exemple, l'obligation d'arrêter les personnes poursuivies qui seraient présentes sur leur territoire. Lorsque des mandats d'arrêt sont émis, par exemple, il y a eu des mandats d'arrêt émis récemment contre Vladimir Poutine, contre Maria Lvova-Belova, s'agissant de la situation en Ukraine. Si ces personnes sont présentes sur le territoire d'un État parti, la France, l'Allemagne, en réalité aujourd'hui la plupart des États du monde, ces États ont l'obligation, en vertu du statut de Rome, en vertu de leurs obligations statutaires, de les arrêter et de les remettre à la CPI pour qu'ils soient jugés. 160 pays, vous avez dit, la plupart des États du monde, pourtant il manque les États-Unis, la Russie, Israël, la Chine et l'Inde. Et dans ceux que je viens de citer, Russie, Israël, Chine, dans une moindre mesure, ce sont des États qui sont pourtant menaçants pour la stabilité du monde. C'est pas un problème de ne pas les avoir dans ce statut de Rome ? C'est un problème parce que, comme vous le dites, c'est des États qui ont un poids important sur la scène internationale. Ce sont des États qui représentent une population aussi très importante. En réalité, la majorité de la population mondiale, puisqu'on y intègre la Chine et l'Inde.
Surtout, ce sont pour certains des États qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est là qu'il y a peut-être une petite précision à apporter, qui est la CPI, donc est une juridiction, une organisation internationale complètement distincte des Nations Unies. Elle ne fait pas partie du système onusien. En revanche, il y a quand même des liens entre ces deux organisations, et notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies a le pouvoir de référer des situations à la CPI. C'est-à-dire qu'on peut avoir des situations dans lesquelles la CPI n'est pas compétente parce que les crimes ne sont pas commis dans un État partie ou ne sont pas commis par des ressortissants d'un État partie, mais pour autant, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut lui donner cette compétence. C'est par exemple ce qui s'est passé dans le cadre du Soudan. Le Soudan n'est pas un État partie à la CPI. Pourtant, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à la suite de la crise au Darfour, a pris une résolution donnant compétence à la CPI pour juger des crimes commis au Soudan, ce qui a conduit ensuite notamment à l'émission d'un mandat d'arrêt contre le président al-Bashir. Aujourd'hui, il y a eu des résolutions, des projets en tout cas de résolution qui ont été présentés au Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment pour donner compétence à la CPI s'agissant de la guerre en Syrie. Et ces projets de résolution ont constamment été bloqués par la Russie et la Chine en vertu de leur droit de veto. Leur absence de ratification du statut de Rome, le fait qu'ils ne soient pas État partie, limite la compétence de la Cour puisqu'elle ne peut pas intervenir s'agissant des crimes qui seraient éventuellement commis sur leur territoire ou par leurs dirigeants ou leurs ressortissants. Mais au-delà de ça, créer en plus une limite à l'action de la CPI s'agissant d'autres situations, puisque ces États ont un poids et un pouvoir, notamment eu égard à leur droit de veto au Conseil de sécurité, qui est sans égard. Alors justement, vous parlez de ces compétences et de ce statut ou non d'État partie. Israël ne fait pas partie des États parties. Pourtant, Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, pourraient être sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ça, c'est parce que c'est la Palestine, en tout cas la bande de Gaza, qui fait partie des États parties. C'est la Palestine qui fait partie des États parties. La Palestine, via l'autorité palestinienne, a déposé une demande d'accession au statut de Rome en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Il y a eu un très long débat pour savoir si la Palestine pouvait ou non être État partie. Eu égard à quand même son statut un petit peu particulier au regard du droit international, est-ce un État, est-ce le nom d'un État. Pendant longtemps, la Palestine a eu ce statut d'État non membre des Nations Unies, par exemple. Donc il y a eu tout un débat juridique. Et finalement, en 2020, la Chambre préliminaire de la CPI a reconnu que oui, la Palestine, donc c'est-à-dire la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, pouvait accéder au statut de Rome, pouvait devenir État partie à la CPI. C'est sur la base de cette compétence que la Chambre préliminaire d'abord et aujourd'hui surtout le bureau du procureur de la CPI considère que la CPI est compétente pour connaître à la fois des crimes internationaux qui seraient commis en Palestine, donc sur la bande de Gaza, en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est, mais également des crimes internationaux qui seraient commis par des ressortissants palestiniens et notamment par les membres du Hamas, y compris sur des territoires d'État non partis tels qu'Israël. C'est clair, du coup, les mandats d'arrêt qui ont été demandés par Karim Khan, qui est le procureur, ces mandats d'arrêt, ils ont été demandés en mai 2024. Alors, on sait que la justice est lente en France, et j'imagine que c'est encore plus lent sur le plan international. Là, du coup, ça en est où de la procédure? Les mandats ont été demandés. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'il y a un formulaire qui est posé sur un bureau, qui attend d'être examiné par un fonctionnaire qui validera ou non ce mandat d'arrêt? Comment ça se passe? Alors, il y a des demandes de mandats qui ont été déposées par le bureau du procureur auprès de la Chambre préliminaire. La CPI, donc, il y a le bureau du procureur, qui est aujourd'hui représenté par Karim Khan, son procureur en chef. Et il y a des juges qui sont composés des chambres. Donc, il y a des chambres préliminaires qui sont un petit peu, en France, pour ceux qui connaissent la procédure pénale, l'équivalent de nos chambres de l'instruction. Donc, ce sont des chambres qui peuvent agir dans le cadre de la procédure d'enquête, notamment, et peuvent décider si oui ou non il y a des charges suffisantes pour ensuite aller au procès. Et puis, il y a ensuite les chambres qui, elles, vont juger réellement les personnes qui sont déférées devant elles. Donc, le bureau du procureur a remis un dossier auprès de la chambre préliminaire qui est composée de 3 juges pour que cette chambre se prononce sur l'existence ou non d'indices suffisants pour considérer que les personnes contre lesquelles des mandats d'arrêt sont demandés peuvent avoir une responsabilité pénale dans la commission d'un certain nombre de crimes. C'est donc une requête, un mémoire qui a été déposé devant cette chambre avec un certain nombre d'éléments de preuve qui ont été versés à son soutien par le bureau du procureur. Aujourd'hui, cette requête, elle n'est pas publique, c'est-à-dire que le bureau du procureur a indiqué, a annoncé le dépôt de cette requête. En revanche, le contenu lui-même, et notamment l'ensemble des éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, n'ont pas été rendus publics.
Donc aujourd'hui, ce dossier est entre les mains de la chambre préliminaire qui doit se prononcer. La chambre préliminaire n'est pas contrainte de se prononcer dans un délai particulier. Elle peut prendre tout le temps qu'elle veut pour émettre ou non ses mandats d'arrêt. S'agissant de la situation en Ukraine, les mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova avaient été mis 2 semaines après le dépôt des requêtes. Aujourd'hui, on en est déjà à presque 5 mois. Donc on a une procédure qui est plus longue. Après, il y a plus de mandats d'arrêt qui sont demandés. Surtout, il y a des mandats d'arrêt qui sont demandés pour beaucoup plus de crimes, des incriminations qui sont difficiles à apprécier. Voilà, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Justement, oui, parce que c'est une question. Vous avez parlé d'instruction, donc il y a forcément une enquête, qui a déjà une première enquête préliminaire peut-être, si le terme est le bon, et puis j'imagine qu'il y aura d'autres enquêtes. Comment on fait pour prouver l'existence d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité, d'un génocide? Le crime d'agression, c'est peut-être un peu plus facile, enfin en tout cas avec ma vue de profane, mais comment ça se passe concrètement pour pouvoir établir justement que les faits sont établis et qu'on peut les qualifier de cette manière-là? Actuellement, est-ce qu'il y a des enquêteurs, par exemple, sur place dans les territoires occupés ou en Israël? Alors, il y a des enquêteurs de donc la CPI, le bureau du procureur, un groupe d'enquêteurs qui travaillent pour cette organisation, qui sont présents. Alors, il y a une petite difficulté dans la situation actuelle au Moyen-Orient, en Israël et en Palestine, qui est que les enquêteurs pendant très longtemps n'ont pas eu accès au territoire, ni au territoire israélien, ni au territoire palestinien d'ailleurs, ce qui a quand même ralenti considérablement les enquêtes, là où par exemple en Ukraine, tout de suite, la CPI a pu missionner des enquêteurs pour se rendre sur place. Donc on sait tout de même qu'il y a des enquêteurs de la CPI qui sont présents, il y en a certains qui ont eu accès, notamment le procureur Karim Khan qui a pu se rendre à quelques reprises en Israël. Il y a aussi des enquêteurs surtout qui sont dépêchés dans les États voisins, donc en Jordanie, en Égypte, pour pouvoir y travailler depuis ces États. Et ensuite, vraiment, voilà, donc ils vont constituer un dossier, soit directement par les enquêtes qu'ils mènent eux-mêmes, donc ils vont rencontrer des témoins, rencontrer des victimes, voir les auditionner, ils vont rassembler des éléments de preuve qui soient soit des preuves qui peuvent être accessibles en source ouverte, c'est aujourd'hui la grande nouveauté, on parle d'OSINT, c'est intelligence en source ouverte, qui permet de rassembler notamment des images satellitaires, des écoutes téléphoniques parfois, des publications, des discours, etc. Et puis des preuves qui peuvent être parfois aussi remises par des tiers, donc ça peut être par des États. Par exemple, s'agissant de la situation en Ukraine, on sait qu'il y a un certain nombre d'États qui ont fourni à la CPI des éléments de preuves obtenus par leurs services de renseignement. C'est le cas notamment de la Grande-Bretagne. Et puis un certain nombre d'acteurs non nationaux, des ONG, des médias, des journalistes qui peuvent remettre des éléments de preuve à la CPI. Donc il y a tout un contingent de preuves qui est comme ça rassemblé, qui doit être évalué. On doit en apprécier notamment l'authenticité, la fiabilité, la force, et pour ensuite essayer de qualifier les crimes qui peuvent ensuite être poursuivis. Donc crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Avec peut-être quelque chose qui est intéressant de mentionner, qui est que il y a des crimes, en tout cas il y a des actes qui peuvent être commis dans le cadre d'un conflit, qui peuvent avoir plusieurs qualifications en fonction de la manière, du contexte, de l'intention avec lequel ils ont été commis. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui avec les phases d'enquête dans lesquelles on se trouve, c'est qu'il y a des mandats d'arrêt qui sont demandés pour des crimes en particulier, mais les qualifications juridiques peuvent évoluer. C'est-à-dire qu'on va avoir, notamment pour donner un exemple, dans le cadre d'un conflit armé, il est interdit de diriger une attaque contre une population civile. Il est interdit de tuer des civils avec l'intention de tuer un civil et non pas juste en dommage collatéral. Ça, c'est un crime de guerre. Le fait de diriger une attaque contre un civil, le fait de tuer un civil volontairement dans le cadre d'un conflit armé, c'est un crime de guerre. Cette même action, le fait de tuer un civil dans le cadre d'un conflit armé, peut devenir un crime contre l'humanité lorsqu'elle est commise dans le cadre d'une attaque systématique et généralisée dirigée à l'encontre d'une population civile. Les mêmes actions peuvent devenir un crime contre l'humanité. À nouveau, cette même action, tuer un civil dans le cadre d'un conflit, peut devenir un acte de génocide lorsqu'il est commis avec l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe distingué par des critères soit de race, d'ethnie, de religion ou de nationalité. Et donc on voit aujourd'hui qu'on a des enquêtes qui vont venir se concentrer sur la question de savoir quels sont réellement les actes qui ont été commis dans le cadre du conflit, donc à apprécier le nombre de victimes, la qualité des victimes, est-ce que ce sont des civils, est-ce que ce sont des militaires, la manière dont ils ont été tués, le type d'armement qui a été utilisé, etc. Mais aussi pour venir apprécier le contexte dans lequel ils ont été commis, l'intention éventuellement des personnes qui ont soit commis elles-mêmes ces crimes, qu'on nous donné l'instruction, pour pouvoir établir précisément les qualifications pénales, quelles sont vraiment les qualifications les plus précises qui peuvent être apportées à ces crimes, et ensuite, surtout, deuxièmement, les personnes qui peuvent en être responsables, donc à nouveau, soit parce qu'elles les ont commis eux-mêmes, soit parce qu'elles en ont donné l'ordre, l'instruction, ou elles se sont rendues complices d'une manière ou d'une autre de la commission de ces crimes.
Vous avez parlé des crimes qui étaient poursuivis par la CPI, donc il y a crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, mais aussi crimes d'agression, c'est quand un pays en agresse un autre. Pourquoi Vladimir Poutine n'est pas poursuivi pour crimes d'agression envers l'Ukraine? Alors là, il faut qu'on revienne à ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, qui est quelle est la compétence de la CPI. Initialement, au moment de la signature du statut de Rome, on avait uniquement 3 crimes: crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, avec une compétence territoriale. Donc si le crime a été commis sur le territoire d'un État partie, compétence personnelle si le crime a été commis par un ressortissant d'un État partie. En 2010, les États parties ont signé ce qu'on appelle l'amendement de Kampala, qui ajoute le crime d'agression à la liste des crimes que la CPI est amenée à poursuivre et juger. Mais ça a été assez compliqué de convaincre les États parties de se soumettre à la compétence de la CPI s'agissant de ce crime en particulier. Le crime d'agression est vraiment le fait pour un dirigeant politique ou militaire de lancer une agression, donc de conduire une guerre illégale sur le territoire d'un autre État. Ce qui est un crime qui est peut-être infiniment plus politique que les autres crimes qui peuvent être commis dans le cadre d'un conflit, mais que ce conflit soit légal, illégal, c'est pas le problème, c'est vraiment la conduite des hostilités qui est visée. Ici, on a cette question, de lancer une guerre, qui est un acte très politique, et donc ça a été très compliqué de convaincre les États de se soumettre à cette compétence. Donc ce qu'on a prévu, ce que la CPI a prévu, c'est finalement de limiter la compétence de la CPI pour connaître du crime d'agression aux situations dans lesquelles c'est un État partie qui commet lui-même ce crime. Puisqu'on a considéré que les États parties avaient déjà, par définition, accepté de se soumettre à la compétence de la Cour, et donc ils acceptaient de se soumettre à cette compétence, y compris pour les guerres illégales qu'ils pourraient éventuellement commettre. En revanche, les États non parties sont toujours exclus de ce champ juridictionnel, de cette compétence. La Russie n'est pas partie au statut de Rome. La CPI n'a donc pas compétence pour connaître du crime d'agression commis par les dirigeants russes à l'encontre de l'Ukraine. La CPI a de grandes compétences, mais est-ce qu'elle a de grands moyens? Quels sont ses moyens de coercition, par exemple? Comment ça se passe si Vladimir Poutine vient en France? Est-ce que c'est la police française qui doit l'arrêter? Parce qu'il n'y a pas de bras armés, finalement, pour la CPI, à part peut-être celle des États qui la composent. C'est uniquement sur ça qu'elle peut se baser pour faire appliquer le droit? C'est exactement ça. La CPI a de très très grandes ambitions. Elle n'a pas forcément les moyens de ses ambitions. Et surtout, comme vous le dites, elle n'a pas de force de police. Elle n'a pas de force de coercition en interne. Elle dépend donc exclusivement de la bonne volonté et de la coopération des États, et en particulier des États parties, qui sont statutairement obligés à exécuter les demandes qu'elle leur transmet. C'est le cas donc dans les arrestations notamment, mais c'est le cas aussi pour transmettre des éléments de preuve en particulier, conduire des perquisitions, des actes d'enquête de cette nature que la CPI n'a pas la compétence de conduire elle-même. Et c'est là qu'on retombe sur finalement peut-être le plus gros défaut de la CPI, ou en tout cas sa plus grande limite, qui est qu'elle est essentiellement soumise à la coopération des États, coopération qui est parfois un petit peu à deux vitesses. Et on voit, notamment tout à l'heure, on parlait du mandat d'arrêt qui avait été émis à l'encontre du président al-Bashir, donc l'ancien président du Soudan. Pour crime de génocide, c'est assez intéressant de noter, c'est le seul mandat d'arrêt qui a été à l'heure actuelle émis par la CPI pour crime de génocide, donc génocide commis au Darfour. La CPI a émis ce mandat. Depuis lors, le président al-Bashir s'est déplacé dans le monde, y compris sur les territoires d'États parties, lesquels ne l'ont jamais arrêté. Il y a eu notamment ce sujet en Afrique du Sud, dans lequel il s'était rendu, il me semble, c'était en 2016, je crois, ou 2017. Le président al-Bashir, qui était toujours président à l'époque, se rend en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne l'arrête pas, et il y a eu ensuite toute une procédure devant la CPI pour apprécier si oui ou non l'Afrique du Sud avait respecté ses obligations. Et la CPI a rappelé que l'Afrique du Sud avait manqué à ses obligations. Mais une fois que la CPI dit ça, elle n'a aucune mesure de sanction qui peut être adoptée à l'encontre d'un État partie pour le contraindre à respecter ses obligations dans l'avenir. Donc c'est vrai que c'est quand même une très grande limite qui est celle de la CPI, ce manque de moyens de coercition, ce manque de force de police qui la rend très très dépendante finalement de la bonne volonté des États et donc des contingences politiques ou diplomatiques. Voilà, ce simple rappel à la loi de l'Afrique du Sud montre combien finalement la CPI est aussi autant politique finalement que judiciaire. Quand on voit la difficulté qu'elle a pour travailler et pour faire appliquer ses décisions, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'il y a un droit international, voire une justice internationale efficace actuellement ? Alors, il y a un droit international puisqu'il y a des textes de droit international. Ensuite, la question est de savoir est-ce que ce droit est appliqué, est-ce que ce droit est exécuté et est-ce qu'on peut encore parler de droit lorsqu'on a des textes qui finalement ne servent à rien, entre guillemets, ou en tout cas servent à faire des grandes déclarations de principe mais sans être ensuite mis en œuvre au quotidien. Et alors, c'est peut-être plus une question de philosophie juridique qu'une question réellement de droit, mais c'est éminemment aujourd'hui le défi à laquelle est confrontée alors la CPI, mais la communauté internationale dans son ensemble, c'est-à-dire que les États ont voulu
créer un corpus juridique de droit international pour venir sanctionner un certain nombre de comportements dans le cadre notamment de la conduite des hostilités. C'est un corpus juridique qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Cette phrase qu'on connaît tous, plus jamais ça, on met en place un corpus de droit pour venir sanctionner les manquements et pour venir encadrer réellement la conduite des hostilités. Aujourd'hui, il y a une nouvelle question qui se pose, c'est-à-dire est-ce que c'est un corpus de droit qu'on veut conserver ? Est-ce qu'on veut continuer à se dire que oui, tout n'est pas tolérable dans le cadre d'un conflit armé ? Ou est-ce qu'on l'abandonne ? Ou est-ce qu'on se dit, OK, allez-y, très bien, c'est pas grave, et s'il y a des manquements, ils ne seront de toute façon pas sanctionnés. C'est aujourd'hui cette question-là qui se pose, et finalement, cette question ne se pose pas tellement à la CPI, mais vraiment aux États, notamment aux États parties, mais à l'ensemble de la communauté internationale. Est-ce qu'on veut que ce corpus juridique, que le droit international perdure ? Est-ce qu'on veut qu'il existe réellement ? Est-ce qu'on veut qu'il soit exécuté ? Est-ce qu'on veut qu'il soit mis en œuvre ? Ou est-ce que on considère que ça a été une tentative, c'est un échec, et on passe à autre chose ? Quels sont les risques pour les gens qui sont poursuivis ? Quelles sont les peines que prononce la CPI sur des personnes, sur des individus ? Alors la CPI prononce uniquement des peines de prison. Il n'y a pas de peine de mort devant la CPI. C'était un des grands critères au moment de la création de cette organisation. Des peines de prison qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité, qui sont à nouveau exécutées dans des États parties. Donc c'est-à-dire que les personnes qui sont condamnées par la CPI purgent ensuite leur peine dans des États qui acceptent de les recevoir au sein de leurs établissements pénitentiaires, carcérales, et qui sont ensuite soumis au droit de la peine au droit pénitentiaire applicable dans cet État, mais toujours en coopération avec la CPI. En 22 ans d'existence, enfin même si elle était lancée en 98, elle n'a vraiment fonctionné que depuis 2002. Donc en 22 ans d'existence, est-ce que la CPI a un bilan qu'on pourrait qualifier d'honorable ? Alors la CPI a conduit des procès, la CPI a prononcé des condamnations, elle a prononcé aussi un certain nombre d'acquittements. Aujourd'hui, il faut se demander qu'est-ce qu'est un bilan satisfaisant pour une juridiction pénale ? Est-ce qu'on se prononce uniquement en termes de nombre de condamnations ? Est-ce qu'on se prononce en termes du nombre de personnes jugées ? Est-ce qu'on se prononce en termes de durée des peines qui ont été prononcées ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la CPI a quand même une efficacité qui est assez limitée. En tout cas, qui a conduit des procès particulièrement longs et qui ont souvent été assez insatisfaisants, notamment pour les premières personnes concernées qui sont les victimes en réalité de ces crimes, qui émettent un certain nombre de réserves, de critiques et surtout qui se montrent très insatisfaites de la manière dont ces procès sont conduits. Mais à nouveau, c'est aussi parce que la CPI n'a pas en réalité vraiment les moyens de ses ambitions, alors parce qu'elle est limitée par le manque de coopération des États, aussi parce qu'elle est sous-dotée, qu'il faudrait en réalité aujourd'hui augmenter le budget de la CPI. Ça a été un petit peu le cas au moment de l'ouverture des enquêtes concernant l'Ukraine. Un certain nombre d'États parties ont fait des dotations complémentaires à la CPI pour augmenter son budget. Il faudrait aujourd'hui que cette augmentation du budget soit faite de manière plus pérenne et surtout plus globale et pas uniquement pour certaines situations en particulier, mais pour donner vraiment à cette organisation les moyens de ses ambitions. Merci beaucoup Clara Gérard-Rodriguez pour ces explications très claires. Le Monde devant soi revient vendredi prochain avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale Christophe Caron. Programmation, prise de son, montage et réalisation Marius Sor. Présentation Christophe Caron.